I'm definitely editing it, so just give me like a few seconds to get everything down. Okay, okay. I might want to find the homework for this. Oh, actually, I should be fine. Is this for the last unit? This is the most, well, the second most recent one. So energy and stuff. Yeah, exactly. That Alright. one. Okay. No, I'll be right back. I'm gonna grab a snack. Okay. Recording is back on. So, ok. Bonjour tout le monde. Donc, la vidéo de physique, tant attendue. Ça a pris un peu trop de temps, mais la voilà enfin. Ok. Donc déjà, je pense, avant de commencer, ce serait bien d'avoir, de connaître certaines, comment dire, certaines variables. Je vais les mettre en haut, comme ça on peut toujours y retourner, mais je vais les mettre dans ce coin ici. Donc, bien sûr, on a... Oh, un peu trop épais. Pourquoi c'est si épais? Ah, ok, ça va. Donc, on a delta, qui est le changement. Donc, F moins initial, finalement initial. On a H qu'on utilisera dans la formule d'énergie potentielle gravitationnelle pour la hauteur. Ouais, donc c'est pour la hauteur, H. Mhm. On a W qui sera utilisé pour parler de travail et non pas de watt, de travail. Donc c'est W parce que c'est work en anglais. Euh, on va avoir soit I need a new mouse, bro. Soit X ou bien S pour parler du déplacement. Donc X ou S pour parler du déplacement. On aura P pour parler de puissance. Et on aura V pour parler de vitesse. On aura K pour parler de constance de rappel élastique. Donc maintenant on va commencer avec les bases. Donc la première chose qu'on va voir, c'est l'énergie. L'énergie, c'est quoi déjà? Donc l'énergie, c'est l'habilité de faire du travail. Donc si on dit par exemple que il y a 20 joules d'énergie, ça veut dire que l'objet peut faire 20 joules de travail. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc si par exemple on a de l'énergie potentielle, bon je vais pas tout écrire, énergie potentielle, si c'est 20 joules, I'm about to crash out because of my mouse, bro. Si j'ai 20 joules, ça veut dire qu'en fait, on a la capacité de faire 20 joules de travail, donc soit 20 newtons sur 1 mètre, ou bien 10 newtons sur 2 mètres, etc. Donc, il y a quelque chose de très important sur lequel je veux qu'on passe un court moment, c'est cette équation cinétique, donc V au carré, qu'on a vu au tout début de l'année. Je, je doute que vous vous en souveniez, fois 2 fois, ouah, c'est grave, fois 2 fois l'accélération, si je peux écrire, fois 2 fois l'accélération, delta, donc le changement de déplacement, donc delta x. Donc on a cette formule.
Et on a, ok, cut here. Oh, I need to Uh, go looking into, Now you're gonna talk about where energy cinetic. I mean, yeah, cinetic comes from. no, this is for energy elastic. Oh, oh, yeah, yeah. My bad. It's okay, King. If you ever wanna like butt in, say anything, go for it, bro. I'm not gonna A cut your head shot off. like I missed like the first part. I missed the whole first part of the lesson, so I really just learned it from videos. I'm not even lying, Reps. Honestly, the videos are really helpful. Mm-hmm. Mm-hmm. I agree. They got me through physics, bro. They're gonna keep Bro, on getting me through physics. Crash Course is actually so tough, bro. If only I had my papers next to me, but I don't wanna, like, I'm too lazy to go check them, bro. Um, ouais, ok, donc c'est à la fin de ça, je pense. Travail, énergie élastique. There we go. So, You want me to like mention that I think I energy messed can't up. Actually, be wait, yeah, go for it. lost? Like énergie peut pas être perdue, mais peut seulement être échangée. So you Elle can't peut, en lose fait, energy. ok, ça c'est un bon truc. Euh, donc, en fait, Ça veut dire, l'énergie, elle peut être perdue, mais elle ne peut pas être. Ok, toute la matière ne peut être ni détruite ni créée. Donc c'est toujours des transferts. Mais on peut avoir une perte d'énergie. Par exemple, right, c'est assez abstrait, je dirais. Mais si on a par exemple une boîte qui a les proportions parfaites d'un d'un cercle qu'on tient à 10 mètres du sol, par exemple, qui pèse 1 kilo, pour rendre ça simple. Donc 1 fois, on va dire 10 c'est la gravité, fois 10 c'est la hauteur en mètres, fois mhm, 10. Donc ça nous donne 100 joules, right? Tout en haut. Mais vu que le mouvement il n'est pas possible en bas, normalement, bah la balle va pas bouger. Peut-être qu'il va rebondir, mais éventuellement il va plus y avoir de mouvement en fait. Donc il n'y aura ni d'énergie cinétique ni d'énergie potentielle. Parce que elle n'a, comme j'ai dit plus tôt, elle n'aura plus la possibilité, l'habilité de faire du travail. Ability to do work. Ça vient d'une vidéo en anglais. So. Mais en général, oui, on peut pas, l'énergie est pas perdue, elle est transférée en général. C'est pour ça qu'on peut utiliser oui. des formules Dans potentielles beaucoup, gravité. Yeah. dans beaucoup de formules qu'on va utiliser, on va voir qu'on peut échanger chaque forme d'énergie avec les autres à cause ils sont égales dans la plupart des cas. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est que c'est comment dire? C'est on va y revenir plus tard. Ok. Donc ça, en fait, cette formule cinétique, elle sert à l'énergie cinétique. Donc, quand la vitesse initiale, donc normalement il y a la vitesse initiale, mais ici, on prend pour acquis que la vitesse initiale est zéro ici. Donc, V au carré, comme on l'a, devient 2AS ou 2A delta X. C'est la même chose. Donc après, si on change quelques trucs, on aura, je vais mettre ça en A, si je peux bien écrire, A delta X. Donc le déplacement, wow, c'est grave. Le déplacement
euh, est égal à l'accélération fois le déplacement est égal à la moitié parce qu'on a ce 2 et on a changé de côté. La moitié fois v, merci Nico, fois v au carré. Vous voyez peut-être où on va parce que juste après, on a ça, c'est la formule de 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 la formule de l'énergie cinétique. Bon, ça prend un peu de temps, mais vous excuserez ma lenteur et mon manque de précision. Ok. Comment est-ce qu'on est passé de ça à ça? Bah, le travail, en fait, comme on l'a déjà vu, c'est la force, donc la masse fois l'accélération, sur une distance. Donc ici, on a déjà l'accélération et la distance. Donc on multiplie juste par la masse qu'on ajoute des deux côtés. Donc si on fait fois masse des deux côtés, d'un côté, on obtient le travail et d'un côté, on obtient cette formule. C'est si simple que ça. Donc là, voilà comment on a trouvé la formule pour... oh non, oups. Non, c'est ça. Sauf que ça, c'est le travail. Sauf que maintenant, vu que c'est une énergie, énergie... Oui, merci Nico. C'est une énergie, donc énergie, c'est l'habilité de faire du travail, donc c'est la même chose, réellement. Mais on l'écrit en énergie cinétique pour pouvoir différencier. Bon, j'imagine que vous connaissez aussi l'énergie potentielle, donc je vais pas vraiment revenir dessus trop longtemps. Donc l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, cinétique, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Donc l'énergie cinétique, l'énergie de quelque chose qui est en mouvement. Si une balle ne roule pas, ou bien elle ne bouge pas, ou un objet ne bouge pas, on ne peut pas dire qu'il a de l'énergie cinétique. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs différents types d'énergie potentielle, mais on voit généralement l'énergie potentielle gravitationnelle. Et ça fonctionne de la même manière en fait, c'est qu'on va avoir la masse fois l'accélération, donc similaire à la force. C'est comme si on avait... Oh, désolé. C'est comme si on avait la force, ou bien la masse, mg plutôt, fois la hauteur. Donc, encore une fois, c'est la même chose que si on avait F, Fg, voilà, fois, oh, merci, voilà, mgh. Donc, la raison, c'est parce que, encore une fois, on a la force, fois la hauteur, donc la hauteur, c'est aussi le déplacement en mètres. C'est simple pour l'instant. Et quand, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que si l'énergie est égale à zéro, ça veut dire que dans le cas où c'est de l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie, la gravité ne peut plus avoir un effet sur elle, sur l'objet. Donc si on a un objet qui est ici avec pas d'angle ni rien, bah la gravité peut plus agir sur lui sur l'objet pour le faire bouger. Donc l'énergie potentielle est égale à zéro. Ok. Donc on utilise souvent l'énergie cinétique, K pour cinétique parce que ça vient du mot anglais, kinetic. K pour cinétique est égal à l'énergie potentielle gravitationnelle. On va laisser potentiel. C'est seulement le cas quand il n'y a pas de frottement, en fait. S'il y a une force de frottement, bah, il va y avoir une perte d'énergie. Et donc, si par exemple l'énergie se perd sur 2 mètres à, à cause de la force de frottement, et bah, l'énergie potentielle ne serait pas la même. Même chose dans l'autre sens. Donc, pour redéfinir une dernière fois, maintenant pour passer au travail, parce qu'on a beaucoup parlé d'énergie, mais il faudrait aussi parler de travail, c'est que le travail, déjà, c'est quoi?
Le travail, comme on l'a vu un peu avec les énergies, c'est le mouvement d'une force. Donc si on a une force dans cette direction qui bouge dans la même direction, qui a un déplacement dans la même direction, eh ben c'est du travail. Par contre, si on a une force dans cette direction par exemple, mais que l'objet monte ou descend, eh bien en fait, ce n'est pas du travail parce que la direction du déplacement et de la force ne sont pas pareilles. Et dans ce cas-là, sont à des angles complètement différents. Donc, si vous devriez connaître une chose, une formule de la force, ça serait W, donc le travail, pardon, est égal à la force fois le déplacement, donc F, S, fois le cosinus d'un angle, de l'angle X, on va dire. Voilà, ça c'est très important. Quand on a par exemple, des, du travail avec un angle, par exemple, on va dire à 45 degrés, bah ça c'est très important. Ou bien juste comprendre déjà de vos cercles unitaires et comment les triangles rectangles ils fonctionnent. Tout ce qui est sinus, cosinus et tangente sont assez importants. Moins importants que dans d'autres unités, mais quand même assez importants. Et quand l'angle arrive à 90 degrés, ça veut dire que cosinus égale 0 et tout et le travail devient 0 aussi. Exactement. C'est pour ça que dans cette situation, euh, le travail est zéro, si on voit en haut, ici. Donc, on va passer assez rapidement sur certains autres thèmes et après on va passer aux questions que j'ai obtenues. J'ai pas obtenu énormément de questions, mais encore une fois, si vous avez des questions, soit vous pouvez m'envoyer des messages sur Snap, sur le groupe, ou bien même laisser dans les commentaires plusieurs manières de me contacter si vous voulez. Contacter, bon. Ouais, c'est tellement professionnel. C'est ça. On va m'envoyer des emails. Euh, mais ouais. Donc, on va voir assez rapidement les collisions et la quantité de mouvement en fait. Donc, dans les deux cas, on veut que la quantité de mouvement, ou bien l'énergie plutôt, l'énergie cinétique initiale et finale soit la même, parce que quand il y a une collision, eh ben, il y a la conservation de l'énergie. Donc, S'il n'y a pas de frottement exactement. ou Ou bien d'interférence avec quoi que ce soit, d'autres éléments dans un circuit fermé, comme on dirait. oui, avec pas d'autre force qui réagit dessus. C'est ça. Donc, juste pour repasser, les collisions inélastiques, ou plutôt, on va commencer avec élastique. C'est par exemple si on a euh, une balle qui va aller frapper soit une autre balle, ou un mur, on va dire un mur, et qui va rebondir, elle revient. Ça c'est élastique parce que elle rebondit. Inélastique, si c'est par exemple, comme on a vu dans le test par exemple, où une balle va rentrer dans un bloc peut-être, et après reste logée dans le bloc, transférant toute son énergie cinétique à travers tout le bloc, en fait. C'est ça. Bon, on va un peu parler plus tard, on va revenir sur comment faire pour les collisions à deux dimensions. Pour l'instant, on va un peu ignorer tout ça. Collision élastique, inélastique, plutôt, c'est la même chose. C'est le changement comment on dirait, de l'énergie cinétique. Donc, on va faire quelques exercices un peu plus tard pour revoir, surtout avec les questions. Généralement, je dirais que
si vous comprenez assez bien tout ce qui est quantité de mouvement et ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, c'est pas vraiment un problème. Ok, hold up. Et encore une fois, bah, c'est la même chose. En gros, ce qui est important de connaître, c'est connaître le changement de l'énergie, surtout de l'énergie cinétique. Parce que c'est surtout ça qu'on va utiliser dans les collisions élastiques, inélastiques, ce truc-là. Si vous connaissez vos une demi MV, initiale moins finale, donc une demi MV carré, tout ça, M Ouf. V carré, etc., moins et plus, toutes ces choses-là, ne devraient pas vraiment avoir de soucis. Ce qui serait un peu plus complexe, c'est quand on incorpore des ressorts, mais encore, si vous comprenez comment utiliser... Ah, ça me rappelle, on n'a pas vraiment vu l'énergie élastique, non? Ouais, non. Je vais Non. ajouter ça un peu après. Je vais mettre ça dans la vidéo. Donc, élastique, collision élastique. H, pourquoi? Hmm? Nico, pourquoi est-ce que c'est H pour des collisions élastiques? Ah, aucune idée. Aucune idée. Bah, en fait, c'est très simple. مش toi. You there? I'm just looking it up. I actually don't know. I Okay. asked you because I I have hoped you no would know. idea, bro. No, why would I know? I I was don't in know, that bro. in class, bro. Okay, elastic energy. Let's see. It's some bullshit. Like, oh, the components of rubber have H in them. I don't know. I'll just get it out. I'll just get it out and not say it. C'est that simple. Donc, EH pour énergie élastique. Eh bien, énergie élastique, c'est quoi? Donc, la formule, c'est... Attends, ma souris. C'est quoi? Est-ce que juste tu peux écrire pour moi? Donc, une demi Allez. K, donc la constante de rappel, fois le changement de déplacement au carré. Exactement, c'est ça. Hold on, let me check because I'm not sure if that's actually the one. C'est X spécifiquement. Déjà, oui, ouais, c'est ça. Donc x au carré, ouais. Et donc la raison pourquoi, c'est parce que... Ouais, tu sais quoi, non, j'ai pas envie d'expliquer. Ils peuvent... En fait, non, je vais expliquer pourquoi. Donc, la raison Donc, le travail va être égal à une demi fois la force élastique fois seulement une fois le déplacement ici. Mais pourquoi? Bah en fait, c'est très simple. Donc, C'est la constante de rappel, en gros, ce qu'elle dit, c'est quand on dit par exemple 10 newtons mètre ou 10 newtons centimètre,
on donne une force, donc un rapport de force élastique, donc combien de newtons, sur un déplacement, en fait. Et donc c'est ça qu'on appelle la constante de rappel. Sur une force, sur un déplacement, pardon. Et donc après, c'est comme ça que ça nous donne K. Donc K, c'est un rapport, pour dire ça très simplement. Donc ça, c'est un K, je sais, c'était pas clair. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est on peut remplacer FH, donc avec un peu d'algèbre, on a FH qui est égal à... I might need a new mouse. Égal à K fois le déplacement. Et donc ça va nous donner la force. Donc, en multipliant ce qu'on a trouvé ici, ou bien plutôt en remplaçant ce qu'on a trouvé par exemple ici, ce qu'on voit là, eh bien, on a notre nouvelle formule. Donc on remplace avec K et un autre euh, champ déplacement. Donc ça nous donne un déplacement au carré, comme on peut voir ici, et le K qu'on peut voir ici, ici. Donc ça c'est pour l'énergie élastique. Donc c'est ça qu'il faut absolument, 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 absolument connaître. Tu ne Aussi, dois pas connaître comment arriver là, mais dois connaître la formule. ouais, c'est ça, c'est surtout la formule. Mais je dirais comprendre comment on y est arrivé, ça aide aussi à pouvoir bien l'utiliser parce qu'on comprend d'où ça vient, quoi. Ça, on nous donne une raison. Si, encore une fois, s'il y a toujours quelque chose qui est pas clair, euh, plus de détails, n'importe quoi, vous pouvez toujours laisser dans les commentaires et on peut, ou bien un message, et dans la prochaine vidéo, même si c'est un sujet différent, on peut quand même passer quelques minutes au début, au départ, juste pour clarifier ça. Donc maintenant, avant de passer aux questions, je vais juste clarifier les unités de mesure. Donc, le travail, il est mesuré en quoi? Joule. Exactement. Joule. Et la force, elle est en newton, c'est ça? Mhm. Force newton. Et maintenant, avant d'adresser les questions, la puissance. La puissance, c'est en watts. Les watts, donc, je vais me mettre juste à côté de tout ça. Ça, c'est des joules par seconde moins un. Ça, c'est des newtons par mètre moins un. Et les newtons, bah, c'est une unité assez complexe, donc c'est pas vraiment important. C'est kilogramme par mètre, j'oublie. Donc c'est Mètre surtout par ça. seconde, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, kilogramme mètre. Ouais, c'est ça, parce que c'est l'accélération. Peut-être c'est même seconde ou moins 2. Donc, Oui. c'est pas vraiment important, en réalité. Donc maintenant, on va passer aux questions. On va commencer avec la question 5. La question 5 des, des, de l'énergie et des forces. Donc on nous dit qu'on a une balle de 250 grammes qui tombe de 5 mètres sur un ressort. C'est ça? Ouais, exactement. Donc, grammes et qui tombe sur, je veux dire que ça c'est le ressort. Ça c'est 5 mètres. C'est simple. Première question, combien d'énergie cinétique aura la balle lorsqu'elle frappe le ressort? Donc on veut savoir, parce qu'on a ici d'énergie potentielle, en la transférant en énergie cinétique, combien on aura? Ça c'est la première étape. Donc, l'énergie potentielle égale à... Je vais pas vous montrer tous les calculs, mais si vous pouvez les faire, 205, donc 0,25 fois la gravité fois la hauteur, ce qui nous donne 12,25 joules.
petit, ouais, merci. 12,25 joules. Et donc ça, c'est l'énergie potentielle. Donc si on regarde le point où la balle, elle touche en fait, elle commence à toucher le ressort, eh bien, on a juste à transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique égale à énergie cinétique, et puis on a notre réponse, qui est la même que celle qu'on a trouvée plus tôt. C'est celle-là. On peut faire ça. Si c'était le cas de l'énergie élastique, on pourrait aussi faire ceci en énergie cinétique. Ouais. Donc on nous dit, dans la question B, combien de travail sera effectué à mesure que le ressort est comprimé. Bah en fait, c'est que ce qu'on sait, nous, c'est qu'on sait que ça va être 12,25 joules. Donc, un certain montant de newton sur un certain montant de mètres. Donc, le travail total qui va être exercé, c'est ce montant. C'est encore une fois ce montant. Est-ce que ça va être, par exemple, 10 newtons sur 1,225 mètres? Je pense que ça devrait être ça. Ou bien est-ce que ça va être un autre chiffre? C'est pas vraiment important. Parce que la question ici demande juste combien de travail est effectué dans la compression du ressort, qui est le travail qu'on a eu de l'énergie potentielle en fait. Maintenant, la dernière étape, ça nous dit si le ressort a une constante de rappel de 250 kilonewtons. Donc, kilonewton mètre. Donc ça, c'est notre constante de rappel. Moins un. Donc, il ne faut pas oublier d'ici d'ajouter un, 2, 3, 0. Je vais les mettre en haut. Donc, ça fait 250 000 newtons par mètre. Ou faire fois 6 à la 3. C'est ça. Les deux fonctionnent. Si vous connaissez, faudrait bien connaître tous ces préfixes pour tout ce qui est chimie, etc. En tout cas, Oui. maintenant, on va connaître la distance qui est traversée, qui sera comprimée. Si on sait que ça, c'est le rapport entre la force et la, la compression, eh ben, on peut transformer. Hold up. Let me just cut here. Just wanna make sure I'm not spouting like nonsense, bro. Nonsense. Yes. Well, I can't find my first. I'm looking This is gonna for. get long, bro. Nobody's gonna watch this, bro. Imagine if it was like Well, it's one view, cast. 2 dislikes. Okay. Yeah, c'est le même I truc. mean, how many people were wanting a Uh, like, I don't even know if anybody actually wanted this, but the whole No. concept originally changed, you know. I need to imagine I forget to cut this out the video, bro. Well, we have to do an Okay, oh. so what? You just I'm You looking at it just right now you and I just got one do l'énergie centimeter tall. potentielle. So like everything that it had, Mm-hmm. you just use it to see how far down it's gonna go, right? Because you have like constant de rappel, and you wanna know how much distance Yeah. is going on, You right? just And you replace have it with l'énergie what potentielle. Yeah, you just replace it with ouais, énergie c'est ça. la formule d'énergie élastique Donc qui on va, égale le travail. ouais, c'est ça. Si tu veux répéter juste une dernière fois pour m'assurer, uh, I got it like on Alors, énergie potentielle gravitationnelle égale en 7K 1,5 fois la constante fois la distance au carré. Mais Nico, ce que je comprends pas, comment est-ce que l'énergie potentielle est égale à la formule de l'énergie élastique? C'est que le travail peut égaler à n'importe quelle formule d'énergie et on peut remplacer parce qu'il n'y a pas de force qui réagit sur la balle,
à part des forces données, on peut les échanger les formules d'énergie sans aucun risque. Ok, merci. Donc, après, est-ce que tu veux continuer à expliquer ou est-ce que tu veux que je reprenne? Ouais. Ou alors, avec de l'algèbre, on vient à cette formule par pas mal facilement de Ouais. deux, la déplacement au carré égale deux fois l'énergie potentielle qu'on a déjà divisé par la constante. Qu'on a aussi. Oui. Donc maintenant, Et après, on fait la racine carrée c'est ça. de chacun qui nous donne finalement la racine carrée de 2 fois l'énergie potentielle divisée par k égale la distance. Ouais. Donc maintenant, après, c'est assez simple. On met juste ce qu'on a déjà trouvé. Donc l'énergie potentielle en haut ici, comme on peut voir 12,25. On le met ici. Après, on met la constante de rappel. Et puis, c'est tout, quoi. Et après, on a notre réponse. Donc, Ça donne 0,09 mètres ou juste 1 centimètre. Total. 0,01 mètre, tu veux dire. Oh, yeah. Yeah, 0,01 mètre avec soit 1 centimètre. C'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment calculer le travail d'un objet en mouvement. Eh bien, en fait, il y a différentes manières. Ça dépend comment. Par exemple, dans ce cas-là, on a vu que l'objet, il n'avait pas d'énergie cinétique, il n'était pas en mouvement. Donc, c'est juste l'énergie potentielle. Mais dans un cas où il y a, par exemple, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, bah, il faudrait simplement euh, additionner les deux, en fait, si on peut. Ça dépend, c'est assez, euh, bah, je dirais pas complexe non plus, parce que c'est ça les énergies réellement, c'est le travail, un objet en mouvement. Donc si on avait par exemple une balle qui roulait, on va juste dire ça comme ça, eh bien si on connaissait sa masse et sa vitesse et qu'elle roulait par-dessus une table et elle tombait, on pourrait calculer son énergie cinétique et son énergie gravitationnelle potentielle pour avoir un total d'énergie. Mais ça dépend des circonstances en fait. Ok. Donc une autre question, la conservation de quantité de mouvement est-elle présente dans toutes les situations? Eh bien non. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, la conservation de quantité de mouvement et d'énergie, conservation d'énergie, est seulement présente dans deux cas. Si il n'y a pas de frottement et si il n'y a pas de donc frottement ou bien résistance de l'air, plus ou moins la même chose dépendamment de si un objet est dans l'air ou non. Et si il n'y a pas, par exemple, une force externe. Donc si quelqu'un va rajouter de la force en poussant l'objet, par exemple. Mais à part ça, la quantité de mouvement va rester la même. Quelqu'un m'avait demandé comment trouver la formule la plus adaptée à la situation. Eh bien, c'est une question Simple. assez Oh, simple, mais en même temps qui a l'air difficile, oh oui. parce que ça dépend de ce Si, qu'on cherche en fait. C'est ça la première étape. Vas-y Nico, si tu veux. ouais, on veut aussi faire une liste des données que nous avons. Alors, en lisant une question, si ça dit la distance ou la constante, note-le pour ne pas l'oublier, à cause tu vas probablement avoir besoin de le mettre dans une formule qui rend le montant de formule que tu dois regarder à beaucoup plus limité si tu as comme une constante à cause c'est juste l'énergie élastique qui est avec ceci. Ouais, bah c'est exactement ça. Si je prends par exemple une question. Bah, encore une fois, bah, ça dépend. En fait, il faut arriver à trouver ce qu'on demande, ce que la question nous demande. Par exemple, si il y a une question qui nous demande,
si on a une question qui nous demande, par exemple, parmi d'autres choses, de dire, par exemple, je vais prendre la question 11 comme exemple. Un bloc d'une masse de 2 kg à une vitesse initiale de 1 mètre glisse sur une surface horizontale rugueuse et s'arrête après avoir voyagé une distance de 4 mètres. Donc dans ce cas-là, ça nous dit calcule la force de frottement entre le bloc et la surface. Donc on sait qu'on n'aura pas affaire à d'énergie potentielle parce qu'il n'y a aucun rapport avec la gravité et qu'on n'aura sûrement pas affaire à de l'énergie, ou pas réellement, pas du tout affaire à de l'énergie euh, élastique parce qu'il n'y a aucun ressort. Donc, dans ce cas-là, on va avoir affaire avec l'énergie élastique. Ah, pardon, l'énergie cinétique. Donc, Oui. on va, bien sûr, je dirais la meilleure manière, comme Nicolas dit, c'est de mettre ce qu'on sait. Donc, par exemple, on va prendre la question 11. On a la masse, on a la vitesse, on a déjà tout ce qu'il nous faut réellement. Après, c'est juste une Ah, question de euh, une fois qu'on a l'énergie et le travail qui a été effectué, le diviser par la distance et on a la force de frottement. Je dirais que c'est assez simple, mais encore une fois, il faut de la pratique. Quelqu'un m'avait demandé comment faire pour l'efficacité d'énergie. Est-ce que tu vas la... juste laisse les données Ouais, qui ok, sont ça c'est une bonne données. idée. Ouais. Même si on n'a pas besoin de faire, c'est juste un exemple. Par exemple, pendant que Nico fait ça, moi j'ai parlé de d'efficacité. Il me semble que le signe c'est ça plus ou moins. Donc, si on nous dit que je vais prendre une question au hasard. Par exemple, on va dire la 20, la question 20. Après avoir calculé A, qui est l'augmentation d'énergie potentielle gravitationnelle, on nous demande si le moteur fournit 3500 joules et que nous, on arrive à produire 1080 joules, quelle est l'efficacité? Bah, c'est assez simple. On va prendre donc le total produit, donc dans ce cas-là 3500, et on va le diviser, ou bien on va prendre ça et diviser le montant d'énergie qui sort qu'on a à la fin, donc le résultat, donc 1080 dans ce cas-là, qui a été produit, 1080 joules, et ça va nous donner l'efficacité, qui est dans ce cas-là de environ 31%. On voit ceci en chimie au moment, c'est pratiquement la même chose. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bah, c'est tout ce qui est Puis rapport et juste, tout. Ouais, oui, c'est juste des proportions, ouais, comme Monsieur Rondo dit. c'est ça, c'est exactement ça. Donc, je dirais avec ça, c'est, bah, une fois qu'on comprend quoi mettre en haut, quoi mettre en bas, c'est juste une division. Si il y a encore des problèmes avec ça, laissez-nous savoir. Quand on parle de réserve d'énergie, on parle de quoi en fait? Oh, c'est avec... ouais, ok. Donc, quand on parle de réserve d'énergie, on parle, j'imagine, de calculer le montant de carburant nécessaire. Donc, je vais aller, je pense, il serait temps d'effacer... Ah, ouais, ça commence à être un peu... commence à être un peu désordonné. On Ok. peut effacer qu'est-ce qu'on a fait au début. Bah, je vais laisser ça. Après, on peut y revenir. Je vais créer un nouveau tableau. C'est plus simple comme ça. Voilà. Donc, on aura toujours le tableau là-bas. Si jamais vous voulez une photo du tableau, bon, il n'y a pas vraiment d'utilité, mais au cas où, si jamais. Donc, quand on parle de réserve d'énergie, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, généralement, il faut euh, savoir être assez bon avec tout ce qui est efficacité, parce que généralement, on va parler d'efficacité avant de parler de réserve d'énergie. Je vais prendre la première question, qui est 17, et on va la faire ensemble. Vous l'avez sûrement déjà eu, mais juste pour revoir, en fait.
Donc on a une centrale qui produit 1200 watts et son efficacité est de 1200 mégawatts, pardon. Son efficacité est de, ça c'est 6 au carré, 10 fois 6 au carré. Ah, 10, ouais c'est ça, fois 10, fois 10 à la puissance de 6, pardon. Donc une efficacité de 25%, donc on peut juste faire fois 4 ou bien divisé par 25, ce qui nous donne 4800 mégawatts. Donc déjà, on a tout ça, mégawatts. Mais le problème ici, c'est que nous, on veut des joules, mais on a des watts. Qu'est-ce qu'on fait? C'est assez simple, en fait. Parce qu'on veut savoir le volume de charbon brûlé à chaque minute. Donc, on peut comprendre de ça que les mégawatts, la durée, c'est de 60 secondes, soit une minute. Donc en multipliant cette quantité par 60, donc fois 60, on se retrouve avec 72 gigajoules, soit 10 à la 9 joules. C'est beaucoup. C'est un grand chiffre. Mais maintenant, on a des joules, ce qui est bien. Et on connaît déjà l'énergie du charbon par mètre cube. Donc nous, on veut savoir combien de mètres cubes de charbon sont utilisés. Donc, ici, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est que oups, ça c'est pas désolé. C'est pas 72, ignorez ça. C'est 288. Donc, à une fois 60, ça nous donne 288 mégajoules. Mégajoules. Ouais, c'est ça. Mégajoules. Hold on, let me check. I think next time I'm gonna organize it a lot more. Cutting this video is gonna be a pain, bro. Yeah, I'm being good luck. honest. Yeah. What? 4.8 watts. What? Fois 10 à la 6. 1200 fois 10 à la 6. Divided by 25. So how many Ouais, had done the 6 times 16? c'est un mégajoule, 1200 mégajoules. Ouais. Donc, L'efficacité, c'est c'est... On a puissance. 2800... 2088 mégajoules qu'on va diviser par... Hold up, hold up. Non, c'est des gigajoules normalement. Parce qu'on fait des mégawatts fois 60. Hold up. Um, N'est-ce pas que tu fais Ouais, tu fais le juste... 1200 C'est... mégajoules divisé par Ouais, c'est ça. C'est l'efficacité juste giga. qui Je se me suis donne la trompé. puissance fournie. Ouais, c'est ça. C'est juste gigajoules, j'ai fait une erreur. 2088 gigajoules. Donc, on sait que c'est pour le charbon, c'est 42 gigajoules euh, par mètre cube. Donc, si on divise l'un par l'autre, on peut ignorer les gigas parce que c'est la même mesure, ou bien on peut les mettre. Ça change pas grand-chose. Donc, divisé par 42, ça va nous donner un résultat en mètres cubes, bien sûr. Donc, ça nous donne environ 6,9 mètres, mètres cubes. Voilà. Ça, c'est notre réponse, plus ou moins. Donc ça, c'est comment faire les questions de réserve d'énergie.
a deux autres questions. Une question par rapport à comment calculer la force. J'ai trouvé une question spécifiquement pour ça. Comment calculer la force qui agit contre une voiture? C'est laquelle? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Trick de masse se déplace. De masse, une balle, moteur d'une voiture. Ok, par exemple, la question 25. Estime. Ok, donc on va sortir de ça rapidement pour un instant, où je vais partager mon écran pour faciliter un peu la tâche. Donc comment je vais faire? Attends. Donc je dois quitter l'activité d'abord. Non, leave activity. Ok, voilà. Donc, faut montrer avec cette question, en fait, ça nous dit le moteur d'une voiture produit une puissance de 90 kW. Donc là, on a notre puissance. Lorsqu'elle se déplace sur une route horizontale à une vitesse constante, on a une vitesse. Donc on a notre puissance et notre vitesse. Ici, ça c'est assez important à connaître. Ou bien, bon, la formule est donnée, mais comprendre comment on arrive d'ici à ici, c'est assez important. Parce que, par exemple, ici, cette étape, on fusionne La le... pu- Ouais, pour commencer, la puissance égale le travail divisé sur le temps. c'est ça. Et on connaît que la travail égale la force divisé, non, fois la distance. Alors, on peut faire ça facilement. Et la distance divisée par le temps égale la vitesse qui donne la force fois la vitesse. C'est ça. Donc, à la fin, on obtient P égale à FV. Sauf qu'on peut, avec un peu d'algèbre, on peut facilement tout changer. Donc, diviser par V des deux côtés. Et donc, on se retrouve avec la force pour trouver une force, la puissance divisée par la vitesse. Bien sûr, on veut une vitesse en mètres par seconde, comme d'habitude en physique. Donc, bien sûr, Toujours. on change. Et aussi parce que ça, c'est des joules par seconde. Donc, les secondes vont s'annuler. On aura des joules par mètre, qui est des newtons. Non, oups, une seconde. Ouais, on va diviser par des mètres. Donc, ouais, c'est ça. À la fin, on aura des newtons. Mais voilà les étapes par lesquelles on passe, juste pour tout clarifier. Une fois qu'on a notre vitesse et notre puissance, on va diviser. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir 9 90 000 watts, donc 90 000 joules par seconde, divisé par la vitesse, ce qui nous donne 3240 joules par mètre. Sauf que les joules, c'est des newtons fois des mètres. Donc ici, les, les mètres vont s'annuler. Multiplication. Négatif fois... C'est comme s'il avait un exposant positif, mais il n'en a pas. Donc on se retrouve avec 3240 newtons qui s'opposent à la voiture, en fait. Et la raison donc ça fonctionne, c'est parce que on a ici un montant d'énergie, donc un montant de travail qui est exécuté par seconde, et ici on a une certaine vitesse. Si par exemple la vitesse était plus haute, ça voudrait dire qu'on aurait moins d'énergie euh, qui l'oppose. Si on voudrait trouver le point où la vitesse, il n'y a pas de force de résistance qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait dire la puissance. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait que ces deux numéros soient équivalents. Ce qui est assez difficile à faire. Ouais, Nico? Mais en tout cas, c'est pas un truc qu'on fait souvent, donc c'est pas vraiment important à connaître. Si vous n'avez pas compris, ignorez simplement. Ok. Et bah ça termine presque tout. On va juste terminer avec
une seule chose, une dernière chose, et là, ça va être par rapport aux angles. Donc on va revoir l'exercice qu'on avait fait au tout début, il me semble, de travail de... C'est des collisions avec Ouais, c'est les ça. deux balles. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Celui des collisions en deux dimensions. Donc si je descends un peu... Oh, voilà. Non. Proche, mais... Ouais, on va passer par ça déjà. Bah, c'est la même chose avec les vecteurs. On aura une direction. Maintenant, on va voir l'exemple pour de vrai. Ok. Donc ici, on a des masses pour chacune des balles. On a une vitesse pour chacune des balles. Et après, on a une vitesse pour cette balle et un angle. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le déplacement horizontal. Et après, on va calculer le déplacement vertical. Ça, c'est pour trouver la vitesse de la balle bleue. Parce qu'elle va à un angle, elle aussi. Donc, en remplaçant les quantités de mouvement, donc euh, masse m1 fois u1 plus m2 fois u2 est égal à m1 fois v1 plus m2 fois v2. Donc, dans ce cas-là, ça c'est v2 c'est 0, donc la masse ici on ignore. Donc tout ce qui est important c'est la masse et la vitesse. Non, pardon, c'est l'inverse. Au début, on n'a que ça, parce que ça, c'est pas un mouvement. Donc ça c'est égal à 0. Et ça, euh, on connaît déjà parce qu'on connaît la vitesse. Donc comme on peut voir, on isole tout. On isole la vitesse qu'on connaît pas, la vitesse x, et après, on remplace tout ce qu'on connaît. On arrive à trouver une vitesse. Un peu bah, exactement la même chose, je dirais, dans ce cas-là. Et on utilise ici cos avec cet angle-là, mais ça change rien parce que à 45 degrés, c'est le même angle, en fait. Donc au final, ça nous donne ça, ces deux réponses, qu'on va mettre euh, et on sait que V, comment dire? You know what? I'll just skip this part. Nobody actually cares about this. Voilà. Donc, donc, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, envoyez-moi des messages. Envoyez des messages à Nico. Surtout à Nico. Laissez dans les commentaires. Et bah, j'espère que ça vous aura aidé. Merci. Nico, you know what's funny, bro? Ouais.